Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de France 3 Limousin. Les élections départementales se déroulent les 20 et 27 juin prochains. Pour faire vivre la démocratie locale, France 3 organise des débats dans chaque département de notre territoire. Ce soir, on commence avec la Haute-Vienne. Les chefs de file des principales listes sont avec moi ce soir. Avant d'en savoir plus sur leurs propositions, leurs objectifs, leurs désaccords, je vous propose un petit rappel de ce que représente le département de la Haute-Vienne en quelques chiffres. Voilà pour les chiffres. J'accueille 5 invités sur ce plateau. Sarah Gentil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseillère départementale sortante. Vous représentez les candidats En Avant la Haute-Vienne, LR, LREM, Modem, ainsi que des candidats sans étiquette. Jean-Claude Leblois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président sortant, chef de file pour Haute-Vienne Unie, PS, PC et ADS. Damien Mazot, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez la Relève citoyenne, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise. Albin Fréchet, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez ici le Front National, enfin le Rassemblement National, pardon. Enfin Bernard Drobenko, bonsoir. Vous représentez les candidats Alternatives Sociales et Écologistes 87 avec Génération, le Parti de Gauche et Ensemble. Ce vote des 20 et 27 juin, cette campagne électorale sont évidemment marquées par la pandémie de Covid. Jean-Claude Leblois, le département, il a dû prendre sa part dans cette gestion de la crise. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? Ce qui était le plus difficile, je pense que c'était mettre rapidement en action les mesures pour protéger toutes les personnes. Pour commencer, les plus fragiles, c'était être réactif et surtout, s'adapter aux consignes nationales. Tout à fait au début de la crise, il y avait urgence de protéger. Et il y avait pénurie de masques, comme tout le monde le sait. C'était pas simple. Hein. C'était pas simple et il a fallu que l'on se mette d'accord tous. Et moi, j'ai souhaité être aux côtés de l'État, aux côtés de l'ARS, pour que la collectivité départementale prenne sa part et qu'il y ait une coordination entre nous. Sarah Gentil, vous siégez dans l'opposition depuis 2015. Votre avis sur la façon dont la majorité a géré ces derniers mois, est-ce qu'il y a eu un consensus des élus là-dessus ? Face à la crise, un consensus, on ne peut pas faire autrement, puisqu'on a dû tous, quelles que soient nos collectivités, être face à une situation sans équivoque et complètement nouvelle. Après, hélas, je peux reprocher quand même qu'il y ait eu des annonces, notamment je pense aux 40 agents qui ont été, à coup de renfort de communication, qui ont été annoncés en avril 2020 et qui ne sont en place que maintenant, alors que le plus gros de la crise est derrière. C'est faux, Madame Gentil, c'est faux. C'est faux. Les agents ont été annoncés en 2020 et ils ont été en fonction rapidement, dès le mois de décembre, pour les vacances de printemps dernières, 2021. Oui, donc un an après, on est bien d'accord. Dès le mois de décembre 2020. Oui, mais en place en 2021 au printemps, donc un an après 2020. En décembre 2020. Oui, donc plusieurs mois après l'annonce. D'avril à décembre, ça fait plusieurs mois. C'est bien ce que vous voulez dire. Dès qu'il y a eu besoin dans les établissements scolaires, puisqu'on est venu en renfort dans les établissements scolaires, on est venu en renfort dans les EHPAD, et c'est pas 40, c'est 80 personnes qui ont été mobilisées, lorsqu'il y a eu des demandes exprimées par les chefs d'établissement et par les directeurs des EHPAD pour venir apporter du répit à tous les soignants ou à tout le personnel qui travaille dans les établissements scolaires. Ça a été aussi un écho, c'était pas systématique, c'était un écho en fonction des demandes exprimées. Et des besoins. Des besoins. Bernard Drobenko, sur cette gestion de la crise ? Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que la crise a été finalement révélatrice du rouleau compresseur que constituent les politiques publiques mises en œuvre et des manquements graves auxquels les services de santé, les services aux soins aux personnes âgées font l'objet. Et il me semble que, heureusement que les collectivités territoriales étaient là pour pallier les manquements graves que nous avons constatés, mais il n'empêche que, tant d'un point de vue économique, d'un point de vue social que d'un point de vue écologique, on constate bien
il est temps de changer de modèle, de passer un petit peu à autre chose, de ne pas s'enfermer dans ces logiques qui sont quelque peu mortifères. Et on va détailler évidemment toutes ces propositions. Damien Mazeaud, sur cette gestion de crise ? Oui, la gestion de crise, je pense que les agents sur le terrain ont fait du mieux. L'ensemble aussi des acteurs associatifs ont fait du mieux, ont beaucoup donné de leur temps. Donc il faut les remercier, il faut les en remercier. Ils se sont donnés énormément. Il y a une chose qui est regrettable, c'est que quand il y a une crise de cette ampleur, on voit aujourd'hui des politiques se batailler pour se renvoyer la faute, plutôt que d'être dans un discours et de responsabilité. Vous pensez à afin qui, de par débattre. exemple ? Je pense que la droite et la gauche, certains élus de droite et de gauche se sont renvoyés la balle. Et c'est beaucoup de perte de temps, plutôt que d'écouter justement des acteurs comme la Croix-Rouge, comme la Banque alimentaire, qui eux sont au contact des gens et se sont bien aperçus que ces manquements au global, ils les ont subis pendant toute la crise. Albin Fréchet, comment vous jugez cette gestion de crise de la majorité sortante ? Alors, comme on l'a dit, c'est un événement assez exceptionnel. On s'adapte comme on peut au début. Ensuite, c'est voir si on arrive à avoir une vision assez lointaine des choses, si on arrive à se projeter suffisamment loin. En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est évidemment toutes les faiblesses de la France lors de cette crise sanitaire-là, des collectivités y compris, notamment en termes d'approvisionnement, comme on l'a dit, pour les masques, pour le gel hydro. C'était très difficile et on s'est aperçu finalement qu'on manquait beaucoup de ressources sur les territoires pour pouvoir produire les produits de première nécessité dont on a besoin. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué. Le département est allé finalement au plus proche et c'est ce que nous prenons, Rassemblement national, depuis des années, c'est le localisme, c'est-à-dire aller chercher la ressource au plus proche pour favoriser les acteurs locaux. Alors, on va aborder une première partie d'émission autour des compétences sociales du département. On l'a vu, les maisons de retraite, les EHPAD ont été en première ligne dans cette crise sanitaire. Jean-Claude Leblois, combien de places en EHPAD manque-t-il encore aujourd'hui ? En Haute-Vienne, il en manque. Il en manque tout le temps. Nous avons aujourd'hui 4400 résidents à peu près sur le département de la Haute-Vienne. Il faut savoir que l'on vit bien à Haute-Vienne puisque la moyenne d'âge est élevée. C'est une chance aussi. Ça explique le manque de place peut-être ? Il n'y a pas que ça comme élément d'explication. Il y a aussi d'autres moyens pour permettre aux gens, en vieillissant, de vivre bien, c'est-à-dire le maintien à domicile aussi le plus longtemps possible parce que c'est une demande d'aujourd'hui. Et également d'adapter les logements pour qu'ils aient une vie au quotidien le plus facile possible. Donc on est à leur côté avec les plans de financement. Et il y a aussi sur le département une opération qui existe depuis quelques années, c'est la mise en place de logements adaptés dans toutes les communes qui ont des services de proximité et notamment des services médicaux. Il y a 180 places qui sont offertes, donc c'est une grosse maison de retraite. Alors si on reprend juste le chiffre des EHPAD, je vous ai parlé de 4400, effectivement le département de la Haute-Vienne demande à l'ARS, puisque c'est l'ARS qui attribue les places, c'est l'Agence régionale de santé. Il manque encore 300-400 places pour les années qui viennent, même si sur cette période-là, cette dernière période, il y a eu l'ouverture d'une centaine de lits. On a encore besoin de lits sur le département de la Haute-Vienne. Nous demandons, et je demande, et j'ai encore demandé à l'ARS ces places supplémentaires. Sarah Gentil, si vous étiez aux affaires, quelle serait votre politique en la matière ? Oui, surtout, il y a un constat, c'est vrai, il manque des lits, et le constat, et ce qui n'est pas normal, c'est qu'au sein de la Nouvelle-Aquitaine, on soit vraiment à la queue. Je veux dire, aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, la moyenne, c'est 112. Et nous, on est à 88. Donc, il y a une marge 112 lits oui. par 1000 habitants. Donc, on a une marge exceptionnelle. Et moi, ce que je constate depuis un certain nombre d'années, c'est qu'il faut arrêter cette position, cette posture dogmatique face au privé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le département veut gérer, la majorité sortante veut gérer, mais n'ouvre pas au privé. Ce que vous feriez donc ? Ce que nous ferions, bien évidemment. Et ça permettrait d'avoir plus de lits ? Et oui, il faut faire confiance aussi, ça permettrait d'avoir mais les plus lits sont attribués de la même façon par l'ARS. Je crois que le problème, il n'est pas là. Si vous n'autorisez pas... les lits sont habilités par l'ARS, que ce soit une demande privée ou une demande publique. Il faut autoriser l'installation de maisons de retraite privées aussi. Ça ne changera pas le nombre de lits. Eh bien, il faut être un petit peu plus dynamique dans la proposition. Bernard Drobenko ? Oui, moi je pense que de ce point de vue-là, le département manque réellement d'ambition. Nous avons un déficit en EHPAD, ça c'est clair, en lit en EHPAD, ça c'est clair. Il y a un déficit d'aide à domicile. Et moi je constate par exemple en visitant les personnes, le public du département,
que dans certaines zones, les bénéficiaires d'aide à domicile, par exemple, sont insuffisamment accompagnés ou sont accompagnés par des structures dont le siège n'est pas en Haute-Vienne. Ce qui veut dire qu'une personne âgée de 80 ans, on lui demande d'être connectée pour obtenir des informations et par ailleurs, on lui demande de téléphoner peut-être à 400 km pour obtenir le suivi de son cas. Et que feriez-vous, vous, si vous étiez aux affaires ? Je pense qu'il faut recentrer le dispositif sur la Haute-Vienne, accompagner avec des structures départementales, que les personnes en situation d'aide à domicile puissent contacter rapidement les personnes qui viennent à domicile. Par exemple, quand une aide ménagère vient ou ne peut pas venir, par exemple, la personne est obligée de téléphoner à 400 km à Valence ou ailleurs, dans des structures où elles n'ont pas de contact direct. C'est une situation assez inhumaine, me semble-t-il. L'alternative écologique et sociale écologiste défend une approche humaniste, donc être plus près des besoins, être plus près des personnes âgées qui ont absolument besoin d'être accompagnées. Albin Fréchet, vous êtes d'accord avec ce constat ? Alors, il faut savoir que l'EHPAD doit être absolument un dernier recours lorsque on veut y mettre ses grands-parents. C'est le maintien à domicile qu'il faut absolument privilégier parce que les personnes sont mieux chez elles, finalement. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Et pour qu'elles soient mieux chez elles, il faut évidemment des personnes qui soient formées, des personnes qui soient à proximité des domiciles. C'est-à-dire qu'il en faudrait plus ? Bien évidemment, parce qu'on en manque cruellement. Et là-dessus, je pense qu'il y a un volet formation à développer et aussi un volet d'attractivité du territoire. Comment voulez-vous attirer des aides-soignants, des infirmiers si le territoire n'est pas attractif, s'il n'y a pas les services publics de proximité qui disparaissent malheureusement depuis des années et des années. Et je ne pense pas que la solution du libéralisme que prônent les Républicains et les Républiques En Marche soit une bonne solution. À mon avis, il faut quand même internaliser certaines choses. Tous les services publics ne peuvent pas être forcément libéralisés. Avant de vous redonner la parole, je vais entendre Damien Mazot sur cette question. Sur ce sujet, il est évident que les premières personnes aujourd'hui qui donnent des efforts pour les personnes âgées, ce sont les familles de ces personnes. Les aidants, comme on dit. Ce sont les aidants, les accompagnants et les proches. Aujourd'hui, avec les mobilités professionnelles et autres, des familles et des personnes âgées se retrouvent isolées. Et parfois, on se retrouve à aller en EHPAD, alors que ce n'était pas forcément nécessaire, mais c'est par l'isolement qu'elles doivent y aller, puisqu'il n'y a personne autour d'elles dans l'entourage. Donc il faudrait responsabiliser, c'est ça ? Il faudrait créer un réseau de familles d'accueillants, comme il peut y avoir des familles d'accueillants pour les jeunes. Il pourrait y avoir des familles d'accueillants pour personnes âgées, afin qu'elles puissent rester également sur leur territoire, avec leur entourage, les amis qu'elles connaissent. Et derrière cela, ça nécessite évidemment des séjours de répit pour ces familles. Jean-Claude Leblois ? Oui, je pense que les aides à domicile, elles ont été en première ligne pendant cette crise. Elles demandent une revalorisation qu'il faut leur accorder. Je pense que ces aides à domicile ont assuré une mission très importante pour éviter l'isolement dont on parlait. Donc il y a une revalorisation. De quel ordre ? Au niveau du salaire. Oui, mais de combien, par exemple ? Après, c'est à voir avec les différentes associations qui emploient ces personnes-là. Et je disais par rapport à la remarque que vous faisiez, il y a peut-être un cas particulier que je ne connais pas sur les 400 km, mais la plupart des aides à domicile sont soit employées par des structures prestataires qui sont sur le département, soit par des associations qui sont sur les différents cantons. Je pense que la proximité, elle existe. Le problème, il est sur le nombre et sur la valorisation de ces professions-là. Sarah Gentil ? Oui, deux choses. On parle aussi, on parle des EHPAD, mais il y a aussi le problème de rapprocher les lieux de vie et des lieux de soins. Parce que si on veut faire en sorte que nos personnes âgées restent dans leur bourg, puisque c'est le principe, eh bien, il faut absolument rapprocher ces lieux de soins et de vie. Ça veut dire créer des petites structures dans des petites villes ? Mais pas seulement. On voit ailleurs, dans d'autres départements, où on essaie de mettre en place, et ça fonctionne très bien, on n'essaie pas puisque ça fonctionne, par exemple des bourses pour les étudiants en médecine et pour ceux qui restent sur le territoire, qui sont volontaires pour exercer leur profession, donc notamment dans les milieux ruraux, pendant 10 ans. L'Allier l'a fait, ça fonctionne très très bien, et aujourd'hui, moi je constate que ces déserts médicaux, l'exécutif sortant ne sait dire que, le constater, mais il n'essaie pas de lutter contre. Il n'y a pas que ça. Vous parlez tout à l'heure, je suis désolée de rappeler ce moment, mais bon, de la polémique qu'il y a eu sur les aides médicales, où c'est bien de dire aujourd'hui qu'il faut les augmenter, mais enfin, quand il a été demandé de verser une prime,
il y a eu un refus du département de le leur verser. Et s'il n'y avait pas eu de polémique, eh bien, jamais il ne l'aurait eu. On va laisser Jean-Claude Lebois répondre avant de passer au RSA. Votre réponse ? Je voulais répondre parce que je ne peux pas entendre de mensonges. Je veux bien entendre des reproches, mais pas de mensonges. J'ai fait voter, et vous l'avez tous voté, une prime pour l'ensemble des aides à domicile exceptionnelles dans le cadre de la crise sanitaire. Ces aides à domicile, elles ont 2 employeurs, les services prestataires et les associations cantonales. On a pu verser aux services prestataires et nous ne pouvons pas verser aux personnes âgées qui sont employées directement. J'ai donc écrit au ministre et qui m'a répondu la chose suivante: ces professionnels ne dépendent pas des établissements liés par leur régime juridique au département ou à l'État et ne peuvent donc prétendre aux dispositions précitées. La réponse, elle est claire. Budgétairement, nous avons la somme pour pouvoir accorder cette prime-là. On a bien compris. Sans polémique médiatique, il n'y aurait pas, les pauvres n'auraient jamais eu leur On va passer au thème suivant, si vous voulez bien, parce qu'on en a beaucoup à traiter dans ce débat. Une autre conséquence de cette crise économique due à la pandémie, c'est la forte hausse du nombre de bénéficiaires du RSA, le revenu de solidarité active. Albin Fréchet, si vous étiez à la tête du département, quelle serait votre politique en la matière ? Alors déjà, il faut dire aussi qu'il y a un certain nombre de personnes qui ignorent qu'elles peuvent bénéficier du RSA. Si elles y ont le droit, tout le monde doit pouvoir y avoir accès. Concernant le RSA, je pense qu'il faut aussi accentuer certains contrôles, parce qu'il y a des fraudes, malheureusement, concernant le RSA, avec des personnes qui sont domiciliées dans plusieurs départements et qui touchent du coup plusieurs RSA, qui les cumulent. Il faut avoir des contrôles, évidemment, dessus qui sont très rigoureux, très sérieux, de manière à éviter la fraude qui plombe les comptes, les budgets du département. Une autre chose aussi importante, c'est proposer aussi de l'insertion à ces bénéficiaires de RSA, parce qu'on ne peut pas leur dire, bon, vous avez quelque chose, vous restez dans votre coin et vous ne vous insérez pas dans la société. Non, au contraire, le département doit être aussi un moteur pour les insérer. On peut proposer des contrats moraux entre les personnes entre les bénéficiaires du RSA et le département pour des travaux d'intérêt généraux, par exemple. Et je pense également une chose qui est très importante, c'est que la racaille ne doit pas bénéficier de ce RSA. Excusez-moi, vous entendez quoi par racaille ? Les personnes... Alors, je le pense, le département ne peut pas le faire, mais en tout cas, concernant une certaine partie des aides sociales, elles doivent être réservées aux personnes qui se comportent bien dans la République, qui respectent les lois de la République, qui ne vont pas dealer au coin de la rue, qui ne font pas des rodéos sauvages, qui ne mettent pas des feux aux poubelles, qui ne jettent pas des tirs de mortier sur les forces de l'ordre. Je pense que ces personnes-là doivent être exclues d'un certain nombre de comment vous le dispositifs sauriez avant d'attribuer ces aides ? De toute façon, il y a une coopération à faire avec les services de police. Eux, normalement, ils sont au courant des choses. Mais bon, ça, c'est un travail qui dépasse malheureusement les compétences du département aussi. Damien Mazot, ça vous choque cette déclaration ? Oui, ça me choque, parce que sans ces aides, que feront ces personnes ? Ils feront leur dernier recours à ces personnes. Moi, je vous dis une chose, ces personnes-là, elles touchent le RSA, c'est un petit complément de revenu parce qu'une partie d'entre eux vivent du trafic de drogue. On peut dire qu'à Limoges, c'est un véritable problème dans les quartiers de La Bastide, Beaubreuil, ça s'étend à Baud-les-Mines, ça va au Val-de-Laurence, ça devient une petite Chicago. Et ces personnes-là, très clairement, n'ont pas à bénéficier de la générosité nationale si elles sont là pour mener la vie dure aux Français. Bernard Dourbenko ? Oui, je crois qu'il faut raison garder. Le RSA est un dispositif pour les personnes exclues du dispositif de l'emploi. Bien, ça n'a rien à voir avec la délinquance, c'est une chose importante à dire. Ce qui me paraît important, par contre, c'est de constater que les politiques mises en œuvre, les politiques économiques et sociales mises en œuvre, génèrent de plus en plus d'exclusions. Et la réforme, par exemple, de l'assurance chômage va accélérer ce processus, accéléré par la crise qui plus est. Donc, nous sommes face à une situation très grave où de très nombreuses personnes vont se retrouver sans emploi, sans salaire, sans rien. Et nous constatons que ce rouleau compresseur que j'évoquais tout à l'heure, libéral, qui exclut des personnes, doit générer de la solidarité au sein du département, puisque c'est le référent en matière d'accompagnement. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, d'abord, on identifie les personnes en difficulté. Elles ne sont pas toutes identifiées, il est vrai. Et dans un deuxième temps, il y a 2 choses. 1, le salaire, et 2, l'accompagnement en termes d'employabilité. Concernant le salaire, il est vrai que nous avons proposé le revenu universel. Et je constate qu'en 2018, plusieurs départements se sont portés volontaires pour expérimenter ce processus. En Nouvelle-Aquitaine notamment. En Nouvelle-Aquitaine. Et la Haute-Vienne n'était pas un département volontaire. Nous voulons mettre en œuvre ce processus. C'est très important parce que cela crée de la sociabilité pour les personnes. Ça leur permet d'accéder déjà à globalement la vie en commun, la vie courante.
Et dans un deuxième temps, il ne faut pas oublier le deuxième volet RSA, c'est l'accompagnement pour l'employabilité, pour rendre les gens dignes de vie. Voilà. Sarah Gentil, votre politique sociale? La politique sociale doit être bienveillante mais exigeante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit exiger des contreparties. Aujourd'hui, si les Hauts-de-Viennois nous font confiance, nous proposons de créer des ponts, de mettre en relation justement les bénéficiaires du RSA et les entreprises. Parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc il y a vraiment un déséquilibre à ce niveau-là. Donc déjà, si on travaille en amont et ensemble à ce niveau-là, on pourra justement aller vers une politique bienveillante puisqu'on aura moins de bénéficiaires du RSA, non pas parce qu'on leur a coupé les ailes, mais parce qu'on aura trouvé de l'emploi. Alors on va passer à la question des mineurs non accompagnés qui sont à la charge. Sur le RSA. Alors allez-y, puis après très rapidement. Allez-y. C'est vrai que le département a en charge les bénéficiaires du RSA. Moi, je souhaiterais effectivement avoir en charge la politique d'insertion en direction de ces bénéficiaires, en contrepartie de l'aide qui serait versée par l'État. Je suis pour une renationalisation du versement du RSA, puisque c'est un coût supplémentaire pour le département. Qui n'est pas toujours compensé. Qui est loin d'être compensé. Plus de 10 millions d'écarts en 5-6 ans, c'est énorme. Et le nombre de bénéficiaires aujourd'hui augmente, dû à la crise et dû à un phénomène sur la réforme chômage que l'on attend dans les années qui viennent. Et je suis, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Lebranco, je suis également favorable à une allocation, alors je ne sais pas quelle forme elle peut avoir. Sortie de crise, la jeunesse souffre, les 17-18, les 16-25 ans, les 18-25 ans, qui ne peuvent pas bénéficier du RSA. Qui ne peuvent pas bénéficier du RSA. Oui, il leur faut une indemnité de solidarité. Alors, les mineurs non accompagnés, je le disais, sont à la charge du département. Damien Mazeaud, cette prise en charge, justement, comment vous la jugez à l'heure actuelle? Actuellement, la prise en charge, elle est très difficile. Et le département est en grande difficulté par rapport à ça. Pour nous, par rapport aux droits humains, aux droits de l'enfant, il y a une problématique qui est essentielle entre les mineurs non accompagnés français et les mineurs non accompagnés étrangers. Aujourd'hui, il y a à peu près 60 € pour les migrants et 200 € pour les Français par jour. Donc on se situe avec une difficulté, et ça, M. Leblois connaît cette difficulté, puisqu'il a vu au niveau budgétaire. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes l'a bien identifié. Et ce problème-là, entre l'État et le département, ne doit pas prendre en otage les enfants. Nous parlons d'enfants. Quelle que soit la nationalité, un enfant reste un enfant. Il n'a pas à être pris en otage par la complexité administrative et par le traitement administratif. Donc il faut plus de place et surtout bien prendre en compte que les droits humains passent avant toute considération budgétaire dans ce domaine-là. Bernard Drommenco, vous êtes d'accord? Ce que je voulais dire, c'est que de manière plus générale, sur le département, il y a une crise assez significative en termes de travailleurs sociaux et en termes d'assistance sociale. Donc il y a un vrai mal-vivre, en quelque sorte, de la situation, généré certes par le contexte, mais aussi en considérant leurs conditions de travail. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, concernant les jeunes, le département a été condamné par le Conseil d'État en juillet 2020 pour avoir restreint les conditions d'aide financière aux mineurs, notamment ce qui visait notamment les mineurs immigrés. Mais il n'empêche que les conditions restrictives ont exclu du champ de l'indemnisation un ensemble de populations qui méritaient au contraire d'être mieux accompagnées. Par ailleurs, je voulais souligner aussi que concernant les jeunes majeurs, il faut être très attentif à leur situation. Et le fait de poser des conditions restrictives à l'octroi d'indemnités, par exemple, passer devant une commission et présenter un projet alors que la personne n'est pas accompagnée est très négatif pour la personne et très culpabilisant. Et donc, il faut renforcer les modalités d'accompagnement de ces jeunes pour leur permettre de présenter des projets cohérents. Jean-Claude Leblois. C'est un dossier très, très complexe, la prise en charge des mineurs qui sont confiés au département. Je crois qu'on vous parlait beaucoup de chiffres, mais ce qui prime avant tout, c'est le côté humain. Il y a aujourd'hui 1000 enfants qui nous sont confiés, 1000 de la naissance avec la pouponnière que l'on a. Allez voir les petits bambins, et là, ça vous prend un peu les tripes jusqu'à la majorité. Voilà l'obligation du département. Donc, bien entendu, ça a un coût. Et lorsque le juge, le procureur, nous confie également des mineurs non accompagnés, parce que les mineurs non accompagnés ne sont que des étrangers venant de l'extérieur,
On les traite comme les autres puisque c'est la loi qui nous le demande. Nous n'avons pas à faire l'évaluation, c'est l'État. Nous le faisons au nom de l'État, c'est l'État, avec les moyens qu'il a, qui fait l'évaluation. Ensuite, il nous les confie. Moi, j'ai aujourd'hui, sous notre responsabilité et sous la responsabilité du président, 1000. Et on n'a pas été condamné par la Cour européenne. Conseil d'État, décision du 17 juillet 2020. Attendez, laissez-moi terminer. Nous n'avons pas été condamnés par la Cour européenne pour le problème de la minorité, puisque l'État, la Cour européenne ne reconnaît que l'État, il a condamné l'État. Sur la reconnaissance de la minorité prononcée par le juge ou le procureur suite à une évaluation qu'on fait au nom de l'État. Il y a plusieurs recours, puisqu'il y a des papiers que l'on n'a pas au moment d'une première évaluation, qu'on a par la suite. Mais c'est dans le cours normal des choses, et le droit donne sa vérité à la sortie. Mais c'est ça, moi, je reconnais que c'est une mission qui est très difficile, et si je peux me permettre aujourd'hui, je ne souhaiterais qu'une chose, que ce soit l'État qui l'assure à la place du département au moment de l'évaluation. Intervenir sur ce dossier, les mineurs non accompagnés. Alors, déjà, une des premières questions, c'est sont-ils mineurs ? Quand le Conseil des départements de France dit que 60% des personnes déposant une demande ne sont pas finalement mineurs, que ce sont des majeurs, on se pose des questions si tous ceux qui sont accompagnés et qui coûtent cher à la collectivité, j'entends 60 € par jour peut-être, c'est 40 000 € par an quand même, hein, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute de plus comme somme pour les accompagner, ces mineurs-là. Donc effectivement, il faut systématiquement avoir des tests osseux pour déterminer si ces personnes-là sont réellement mineures ou pas. On ne peut pas les croire sur parole. Bon, effectivement, si vous avez un bambin de 8 ans, vous le voyez bien. Mais un grand gaillard de 2 mètres et 120 kilos qui vous dit qu'il a 15 ans, il faudra peut-être commencer à se poser des questions-là. Et ces mineurs-là non accompagnés posent des réelles questions liées à la sécurité. Ils sont facteurs d'insécurité pour une partie d'entre eux, hein, pas tous bien évidemment, une partie d'entre eux. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui vivent à côté de ces mineurs non accompagnés me téléphonent, désespérés, sont obligés de déménager, de partir parce qu'ils ne sont pas si accompagnés que ça. Où ça, par exemple ? J'ai eu un dernier appel du côté de la place Carnot, par exemple, hein, où il y a un foyer, une association qui s'occupe d'eux. Il y a de réels problèmes avec le voisinage. Ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'il faut faire preuve de fermeté avec ces individus-là. Quand on sait par exemple qu'à Angoulême, il y a eu une jeune fille de 3e qui a été agressée sexuellement par un mineur non accompagné, et en fait il s'était avéré qu'il n'avait pas 15 ans mais 25 ans, il a fallu attendre qu'il agresse sexuellement une jeune fille pour vérifier son âge, je trouve ça absolument scandaleux. Donc là-dedans, il n'y a pas effectivement que des mineurs. Il y en a une partie qui sont des voleurs qui viennent pour piller la France, une partie d'entre eux. Et un simple chiffre, hein, à Bordeaux, il représente plus de 40% de la sécurité. Alors pourquoi ceux de Haute-Vienne seraient mieux que ceux de Bordeaux ? Il n'y a bien évidemment pas de réponse Monsieur à cela. Fréchet, vous caricaturez quand même beaucoup. Et la plus grande des insécurités, c'est l'absence de dispositifs d'accompagnement, c'est l'absence de logement, c'est l'absence d'hébergement pour ces personnes fragilisées. C'est l'absence d'hébergement pour ces personnes fragilisées. Enfin, c'était les bénéficiaires du RSA. Maintenant, ce sont les petits de l'ASE qui seraient des MNA, qui seraient responsables. Enfin, non. On va laisser Madame Gentil répondre sur ce dossier. Oui, je vais répondre un peu plus calmement, Il y a un constat. C'est vrai que le nombre Il y a une hausse. Il y a une hausse entre 2015 et 2019. Le nombre de MNA sur le territoire français a augmenté 4 fois. Donc ça, c'est un constat. Mais une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit quand même que c'est un sujet régalien. Et qui est lié à la politique migratoire qui est menée depuis de nombreuses années. Et moi, je peut que regretter que les collectivités, telles le département, soient mis sur le fait accompli, sans nouveaux moyens. Donc aujourd'hui, sans nouveaux moyens, il sera difficile d'apporter et de faire de nouvelles promesses. Quoi qu'il en soit, il faut avoir et garder en tête le côté humain, parce que ce sont des enfants qui arrivent. Enfin, je veux dire, on est parents. Ces enfants qui arrivent, d'ailleurs, c'est parce qu'ils espèrent un horizon meilleur. Mais si on ne peut pas les recevoir, il faut aussi être capable, mais ça ne dépend pas du département, mais bien de l'État, de dire nous ne pouvons pas vous recevoir dans de bonnes conditions. Et je veux continuer. Oui. Donc, et après, on va passer à un autre thème. Sur l'ASE, donc sur les enfants. Moi, j'ai l'aide sociale à l'enfance. Sur l'aide sociale à l'enfance. Moi, j'ai un regret aujourd'hui. C'est la voie que prend l'exécutif sortant, socialiste, qui a préféré créer une grande structure dans Limoges pour réunir tous les enfants, de la pouponnière jusqu'à la majorité, et qui ferme les structures que l'on avait
tel Nieul qui ferme. Je suis désolée de vous le dire, Monsieur Le Blois, mais moi j'ai grandi à Saint-Sulpice-les-Feuilles dans un bourg, j'ai grandi heureuse, et je pense que ces enfants qui grandissaient à Nieul, c'est l'exemple que je prends, et qu'on vous a rappelé pendant de nombreuses années, eh bien, je ne suis pas sûre que vous avez pris la bonne décision. Le temps file, excusez-moi. On va passer au thème suivant, parce qu'il nous reste 24 minutes à peine. On va entamer une deuxième partie sur les infrastructures, sur les routes et sur le haut débit. Jean-Claude Le Blois, votre bilan sur les routes, on parle beaucoup du dossier du 90 km/h. On en est où aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut rouler à 90? Où est-ce qu'on ne peut pas? Comment ça se passe? Alors, on peut rouler à 90 km/h sur les routes que nous avons proposées, que j'ai reproposées suite à la possibilité de le faire du Premier ministre, qui a redonné la possibilité au département après avoir repassé tout le monde... C'est pas très clair tout ça. Ah non, c'est pas clair. Après avoir repassé tout le monde à 80 km/h sans concertation, et après il y a eu des mouvements populaires et qui étaient pleins de bon sens pour dire qu'il était quand même anormal de ne pas tenir compte des spécificités locales. Au niveau du département de la Haute-Vienne, moi j'avais une grande carte sur les routes départementales sur laquelle étaient identifiés les tronçons, dangereux sur lesquels on mettait du 70 km/h. Ça avait du sens avec le 90. Et avec le 80, ça n'avait plus de sens. Donc moi, j'ai fait une proposition au préfet qu'il a retenue par l'intermédiaire de la Commission nationale départementale de sécurité routière. Et nous allons passer 400 km, c'est en cours, à 90 km/h. D'un mot, si vous voulez bien, je vais vous demander à chacun, quelle est votre position sur ce dossier-là? Est-ce qu'il faut repasser à 90 sur certaines portions? Damien Mazot. C'est un peu bizarre la manière dont ça a été fait, encore une fois. D'une part, le gouvernement, et ensuite certains départements comme la Corrèze ou autres ont mis quasiment énormément de routes à 90 km/h. Ce qui est le plus étonnant, c'est que sur l'axe, par exemple, Poitiers-Limoges, il y a la section entre Bellac et Lussac-les-Châteaux qui serait remise à 90 km/h, alors que cette route était jugée très accidentogène. Donc on se pose la question de l'augmentation de la vitesse sur une portion, sur une route sur laquelle, à l'origine, il y avait beaucoup d'accidents. Et on va en parler. Bernard Drobenko, sur les 90 km/h. Pour moi, les 90 km/h, ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est quelles infrastructures pour quelle mobilité. C'est cela. Si vous avez un 90 km/h sans piste cyclable, par exemple, ça n'a aucun sens. Il faut organiser les infrastructures en fonction des besoins des populations, certes, mais aussi en fonction de l'évolution des mobilités. Ça, c'est très important. Si on prend la route des Moutiers, par exemple, on a remis du 90, alors qu'en fait, il y avait besoin d'une piste cyclable, il y avait besoin d'éléments de sécurité et de confort pour tous les usagers. Voilà. Sarah Gentil. Oui, moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, bien, Monsieur Le Blois se contente de dénoncer, mais ailleurs, ce qui est possible ailleurs ne l'est jamais en Haute-Vienne. La Creuse, la Corrèze, comme 5 départements en France. La Creuse, la Corrèze, cinq. ont remis les 90 km/h parce qu'ils se sont aperçus que ça pénalisait les territoires ruraux. Donc vous le remettriez sur certains tronçons ou Tout à fait. Vous ne citez pas les autres départements qui sont autour de nous. Albin Fréchet, sur cette question-là? Alors c'est très simple, toutes les routes départementales à 90 km/h et les zones dangereuses à 70 comme avant, ça marchait très bien. Et je tiens à réagir sur les propos des candidats des écologistes Europe Écologie Les Verts, pas de car bashing, on ne peut pas mettre tout le monde à vélo, notamment dans la ruralité où la voiture est un moyen de déplacement indispensable. Jamais vous ne pourrez, depuis Saint-Sulpice-les-Feuilles, aller faire vos courses au Leclerc de la Souterraine à vélo. Alors, vous avez de la chance parce que ce n'est pas du tout dans notre programme d'aller à Saint-Sulpice-les-Feuilles. Je sais pas, on parle de vélo tout à l'heure. Alors vous évoquiez la nationale 147, Damien Mazot. Mise à 2 fois 2 voies, c'est pas pour demain, on l'a tous compris. Il y a un projet d'autoroute concédée. Est-ce que vous soutenez l'un de ces deux projets? Vous êtes plutôt mise à 2 fois 2 voies, autoroute concédée? Alors, sur le sujet, ce qui est vraiment important, c'est qu'au niveau de la démocratie, on puisse le mettre au débat public. Donc il y a un débat public qui va être organisé, c'est prévu. D'ailleurs, il y a eu une orientation nouvelle qui a été donnée, une 3e voie. Au départ, c'était le projet de la CCI, donc un projet privé pour une autoroute concédée. Donc les personnes qui ne pouvaient pas payer l'autoroute pouvaient encore continuer à aller se tuer sur la 147, ça c'est clair. Et l'autre projet, c'est justement qu'il n'y ait qu'une 2 fois 2 voies jusqu'à Bellac, et après, ça resterait en l'état. Donc nous sommes contre une 2 fois 2 voies entre Poitiers et Limoges. La raison, elle en est simple, c'est que ça va attirer, c'est du béton, c'est des camions et c'est du bitume. Donc d'un côté, on ne peut pas dire on veut préserver les terres agricoles, on veut moins de camions et faire une autoroute. On ne peut pas faire une autoroute en parallèle du train. On veut faire une autoroute, on veut faire la multimodalité des transports, que cela soit
le train, voire le tram-train, projet que l'on supporte. Comme le disait très bien M. Lebois, l'autoroute, c'est pas de la compétence du département. Nous soutenons un projet alternatif, qui est donc plutôt un tram-train, une route, avec le vélo associé au tram-train et aux routes et au covoiturage. Et ça, c'est faisable ? Ça, c'est faisable, oui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on manque de financement pour l'autoroute, donc on vient faire appel au privé. C'est toujours, il manque de l'argent, donc on fait appel au privé. Alors que le privé, en fait, le public finance aussi. Moi, si j'ai pas les moyens de prendre l'autoroute, je vais quand même la financer. Donc à un moment donné, il faut sortir de ce cercle vicieux. Il ne faut pas oublier aussi que protéger nos enfants demain, c'est l'écologie qui va apporter ça. C'est l'écologie et le social. Sarah Gentil, cette autoroute concédée, vous y êtes favorable ? Alors déjà, un constat. Le constat du budget. Enfin, je veux dire, le budget d'investissement en Haute-Vienne est 2 fois moins important que la moyenne de certains autres départements de même strate. Donc déjà, si on doublait le budget à ce niveau-là, on aurait peut-être pu faire plus d'efforts. On sait qu'il y a des petits créneaux qui sont prévus, des mises à 2 fois de 6 km, 3 km. Oui, alors, nous, on a fait un peu quelques recherches. Et vous savez, depuis combien de temps on parle de cette voie ? Depuis les années 50, je pense. Depuis 1954. C'est-à-dire que depuis 1954, la France a changé. Mais il y a 2 choses qui n'ont pas changé en Haute-Vienne. Nous n'avons toujours pas une 2 fois 2 voies pour aller à Poitiers. Et les socialistes sont toujours là dans le département. Alors Jean-Claude Lebois, est-ce que c'est un échec d'une majorité socialiste, cette mise à 2 fois 2 voies ? Marie-Françoise Perrol-Dumont a beaucoup essayé de porter ce dossier. Ouais. Ce dossier, il faudrait le reprendre calmement, et je l'ai repris plusieurs fois en séance. Vous pourrez prendre mon intervention. J'ai raconté l'histoire de la 147. Pour moi, il était important que cette route nationale, oui, qui n'est pas de la compétence du département. Exactement. Nous ne sommes là que pour accompagner, puisque c'est la décision qu'on a prise. Cette route, elle est toujours dans le même état. C'est dommage, c'est regrettable, c'est même déplorable. Ensuite, vous me dites... qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça. Les projets avancés, le CPER existait. Contrat de Il y a plan 2 État-région. ministres, contrat de plan État-région. 2 ministres, Apparu et Mariani, sous le Premier ministre Fillon, qui a sorti cette route du schéma national des infrastructures de transport. C'est pas les socialistes, je pense pas. Mariani n'est pas socialiste. Il me semble qu'il a fait le grand pas vers le Rassemblement national aujourd'hui. Donc on n'y comprend plus rien. Je crois qu'on parle de sujets départementaux. Et vous nous aviez promis en 2015 de mener une politique, j'ai rapporté le projet, d'être offensive sur les grands dossiers d'infrastructure. Où est l'offensive ? Vous voyez la Vienne qui a mis 37 millions et vous 17 millions. Comme d'habitude, vous êtes toujours en retrait. Alors, faux. Votre réponse ? Faux encore. 17 millions, c'est bien vrai. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous. En 2015. Allez-y, laissez répondre, monsieur Lebois. 17 millions entre Couzex et Bellac, 17, plus la 520, qui était l'ex-D2000, que le département finançait entièrement. Donc si on additionne les deux en venant de l'autoroute 20, puisqu'il faudra bien raccorder les 2 fois 2 voies à quelque part, nous sommes à la même hauteur que Poitiers. Nous nous sommes très bien entendus avec le président Belin, qui n'est pas de ma couleur politique. Il n'y a pas de différence là-dessus. Nos 2 départements sont sur la même ligne pour pouvoir faire avancer ce dossier de 2 fois 2 voies. C'est le même budget. Le même budget. 17-37, il y a 20 millions d'écarts. Vous n'avez pas entendu ce que je vous ai dit. On va pas revenir dessus. La 520. Vous pourrez revoir l'émission pour écouter. Pendant ce temps, la route n'est pas sécurisée et des gens continuent à mourir. Albin Fréchet, sur cette les question travaux ne sont pas commencés à ce jour. de la 147, la mise à 2 fois 2 voies, c'est ce qu'il faut faire pour vous ? Bon, pareil, monsieur Mariani, on est très content de l'avoir chez nous. Il faut dire qu'à l'époque, il était aussi dans un gouvernement, donc il avait des ordres qui venaient d'en haut. Il n'était pas non plus président de la République. Mais il faut quand même se souvenir que la France a quand même eu 2 présidents de la République socialistes, monsieur Mitterrand et monsieur Hollande, qui n'ont plus rien fait pour faire avancer le dossier. Ça, il faut le souligner. Évidemment, nous, Rassemblement National, nous sommes pour une mise à 2 fois 2 voies de cette RN 147. Et ce que nous déplorons, évidemment, c'est le fait que les autoroutes ne soient pas nationalisées et elles coûtent effectivement cher à ceux qui les empruntent. Et évidemment, nous sommes pour de la gratuité de cette Donc pas d'autoroute concédée pour vous ? Il faut savoir les nationaliser. Les Français n'ont pas à payer 2 fois les autoroutes, une fois par leurs impôts, puis une fois en circulant dessus. Bernard Drobenko ? Oui, alors il faut être sérieux. C'est un dossier qui mérite évidemment d'être traité sérieusement. Et moi, j'observe qu'en 1997, le président du conseil régional à l'époque, M. Savy, l'État avait bouclé un dossier qui a été bloqué en fait par le département. Pourquoi ? Personne ne sait. Toujours est-il que l'aménagement de cette voie de circulation était possible.
Cela n'a pas été fait par la grâce de certains acteurs politiques. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, il faut penser le territoire non plus aujourd'hui en termes d'autoroutes, etc. Il faut penser en termes de mobilité multimodale. C'est-à-dire, certes, aménager la voie existante et conforter la voie ferroviaire en même temps. On ne peut pas avoir une solution unique dans un contexte de dérèglement climatique. C'est impossible. On sait bien que le train, ça ne dépend pas des départements. Un dernier mot avant de passer à un dernier thème. Si on suit le CPER, 2 fois 2 voies pour aller à Poitiers, on devra attendre 60 à 70 ans. Donc à un moment, il faut être pragmatique et avoir une solution pour cette route qui est une des plus accidentogènes et sécuriser cette route. Alors on va passer au dernier thème de cette émission. On va parler d'attractivité, un tourisme haut débit, les équipements aussi. Jean-Claude Leblois, la crise du Covid, le développement du télétravail, c'est une opportunité pour un département comme la Haute-Vienne. Vous l'avez saisi suffisamment ? Oui. Je pense que c'est une opportunité. Nous l'avons saisi, nous l'avions déjà préparé avant la crise, puisque nous sommes sur un plan de déploiement de la fibre à l'horizon de fin 2024. Tous les Hauts-Viennois ont la fibre fin 2024 ? Tous les Hauts-Viennois ont la fibre fin 2024. Au bout de la rue ou à la maison ? Ah mais au bout de la rue. Après, il reste la commercialisation. Chacun est libre de prendre ou pas la fibre. Mais il y a une telle demande aujourd'hui que la fibre est souhaitée et demandée. Donc, je pense qu'elle sera effectivement très, très intéressante et très prisée. Donc, 2024, tout le monde est fibré. Donc cela donne des perspectives aussi sur les façons de travailler. Il y a le télétravail aujourd'hui. Vous voulez faire venir de nouveaux habitants ? Oui, moi je discute avec des chefs d'entreprise et des cadres aujourd'hui qui avant passaient 2 jours chez nous et 5 jours à Paris. Eh bien on a la tendance inverse où ils peuvent aller travailler 2 jours parce qu'ils rencontrent aussi des partenaires et 5 jours chez nous en télétravail. Donc on a une possibilité aujourd'hui qui est offerte. Il faut pour cela que l'on développe l'ensemble des communes de notre département pour pouvoir accueillir ces nouveaux habitants. Sarah Gentil, vous avez un colistier qui s'appelle Jean-Marie Bosse qui dit « Le président Leblois a vendu 50% de nos territoires au privé en la matière ». Tout à fait. C'est-à-dire qu'au moment où... pour revenir sur les infrastructures numériques, puisque c'est le sujet dont vous parlez... On sait qu'il y a un syndicat mixte qui s'appelle Dorsal. Voilà. Il a été proposé de couvrir le territoire. Au moment où la Corrèze, puisqu'on parlait de la Corrèze, a décidé de couvrir à 100% du territoire, la Haute-Vienne, elle, a choisi, encore une fois, manque d'ambition, immobilisme, 50% du territoire. Aujourd'hui, là, nous sommes au mois de juin, la Corrèze est couverte à 100%. Et nous, en Haute-Vienne, je regrette de vous dire ça, mais des dizaines de milliers de foyers n'ont pas Internet. Et quand vous dites Dorsal que fait c'est ce qu'il important... peut, M. Bosse fait ce qu'il peut et je ne le lui reproche pas. Oui, car il faisait partie du syndicat Dorsal, oui, on rappelle. Mais c'est un choix du département d'avoir mis 47 millions, alors que la Corrèze, par exemple, a décidé d'en mettre 100 millions au départ. Après, bien sûr, vous avez vendu... Vous êtes une histoire de gros sous, Madame Chanty, que d'argent. Non, moi, j'ai la maîtrise du budget. Oui, je sais aujourd'hui ce que va coûter le numérique pour les contribuables hauts-viennois. Effectivement, ça va coûter très cher pour les Corréziens. Pour les hauts-viennois, 27,5 millions d'euros. Nous ne créons pas de fracture. Nous avons fait une montée en débit sera partout. Public et la moitié sera privée. On va laisser vous avez créé autres une fracture. Je suis désolée. Juste un mot, Madame Lemarque. Oui. C'est faux, cette fracture privée-publique. Parce que pour le public, pour le syndicat Dorsal, qui fait le chantier, c'est une entreprise privée qui a 100% du marché. C'est une entreprise privée qui travaille pour nos téléspectateurs consulter nos nombreux articles sur notre site à propos de ce thème. Bernard Drobenko. Oui, l'aménagement rural, l'attractivité du territoire, c'est un tout. Ce sont d'abord des services publics et ils sont déficitaires dans notre région, dans notre département, que ce soit Blon, que ce soit les villages de Foll, etc., Glandon. On manque de services publics dans ce département, ils ne sont pas localisés, on manque de services de santé, on manque d'attractivité. Le tourisme a été délégué à des sociétés mixtes. Il doit être recentré sur des objectifs majeurs. Ça veut dire créer de l'emploi public ? Créer de l'emploi public, recentrer, oui, sur de l'emploi public pour avoir une offre digne de ce département. C'est très important. C'est aussi la politique de la formation, des collèges par exemple, améliorer le personnel, l'accompagnement des jeunes. C'est aussi la politique sportive, accompagner les jeunes, par exemple l'UCEP, qui est un des départements les plus mal dotés. Nous sommes les 11e sur 12 en Nouvelle-Aquitaine sur les dotations des départements, alors qu'il y a beaucoup d'actifs. Et donc, l'attractivité est un tout. Il faut prendre en considération la vie des gens dans les villages, dans les cantons, pour pouvoir améliorer effectivement cette attractivité. Albin Fréchet, comment on change l'image d'un département pour le rendre séduisant ?
Alors, il faut revitaliser absolument les centres-bourgs. Effectivement, on a tout un tas de petits villages qui ont perdu la poste, qui ont perdu l'agence bancaire, le café du coin, le restaurant, et il n'y a plus d'emploi dans les territoires. Je pense que l'agriculture a un rôle à jouer assez essentiel, et je ne pense pas qu'on en parle aujourd'hui. C'est pour ça que moi j'en parle maintenant, parce que dans le développement des territoires, avant il y avait de l'emploi agricole, maintenant il n'y en a plus. Et le département a cette compétence-là de pouvoir aussi développer l'agriculture. Moi, je suis pour la création, par exemple, de supermarchés qui seraient détenus par les agriculteurs, de telle manière à ce qu'ils puissent avoir davantage de marge pour pouvoir vivre dignement de leurs revenus. Et cela avec l'aide du département donc ? Avec une aide du département, bien entendu, pour la coordination, mettre en relation les agriculteurs. Aussi que le département fasse quelque chose pour le renouvellement des générations agricoles, parce que la population agricole est malheureusement très vieillissante. Et il faut absolument créer une plateforme de rencontre entre tous les jeunes qui sortent des lycées agricoles. Il y a celui des Vézets à Limoges qui est très performant. Et les agriculteurs qui souhaitent céder leurs terres agricoles. Donc c'est tout un travail de partenariat à mettre en place. Et évidemment, le département a un rôle à jouer. Une dernière chose que j'ajouterais, je suis aussi pour la création d'une foncière de l'immobilier de Haute-Vienne. Autrement dit, que la Haute-Vienne rachète des commerces qui sont délaissés dans des centres-villes et les propose à des loyers modiques, symboliques, de 1 euro par exemple, pendant quelques années, pour pouvoir permettre à des jeunes qui s'installent dans un territoire qui fassent revivre les commerces locaux. Vous avez budgété ça déjà, ce que ça pourrait donner ? Après, c'est une foncière de l'immobilier. Donc, ensuite, on a des loyers qui sont perçus. C'est-à-dire que pendant 5 ans, on est exonéré de loyer. Ensuite, on a des loyers qui sont perçus. Donc, il y a un coût de mise en place, mais une fois que c'est mis en place, ça s'alimente tout seul. Damien Mazot, l'image, le tourisme, par exemple, faire connaître la Haute-Vienne, c'est venir en vacances déjà, par exemple. Oui, venir en vacances en Haute-Vienne, faut-il s'y arrêter ? Donc, l'un de nos objectifs, c'est de faire arrêter les gens en Haute-Vienne et vers un tourisme qui est vert, vers un tourisme vert. Prenons par exemple le véloroute. Aujourd'hui, il y a un réseau européen de véloroutes qui peuvent partir de Trondheim en Norvège pour aller jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, voire de l'océan Atlantique vers la mer Noire. Et aujourd'hui, il y a une tache blanche aujourd'hui en Haute-Vienne. Il n'y a qu'une seule ou 2 voies vertes. Il y en a une autour de Saint-Pardoux et il y en a une entre Radeau-sur-Ver et Chalut. 34 km. Nous proposons de passer ces 34 km à plus de 200 km afin de relier les véloroutes qui s'arrêtent à la frontière de la Creuse et de la Corrèze et de la Haute-Vienne, afin de les relier déjà, et aussi à créer des haies autour de ces routes départementales, puisqu'on utiliserait les routes départementales peu fréquentées pour le faire, à condition que ces routes soient arborées. Il n'est pas question de faire du vélo en pleine cagnard sous la chaleur. Néanmoins, tous ces éléments-là, comme des mises en valeur de patrimoine historique, industriel, du passé, en Haute-Vienne, on a une richesse formidable, et on ne sait pas mettre en valeur, parce que justement, on ne sait pas mettre en connexion l'ensemble des territoires pour les mettre en valeur. Bernard Drombenko, vous êtes d'accord, non ? Je voulais rajouter que la culture est un élément fort de la structuration des territoires et de l'attractivité. Or, elle est très déficitaire en Haute-Vienne. Et la politique des espaces naturels sensibles, par exemple, conforterait de manière significative l'attractivité en ouvrant des sites au public. Nous sommes un des départements où cette politique est la moins développée. Il me semble urgent d'engager une politique offensive en matière d'espaces naturels sensibles. J'en profite pour vous poser une question à tous les deux. Vous avez des idées qui sont très proches. Vous avez des candidats qui vont s'affronter dans plusieurs cantons. Pourquoi ne pas avoir fait d'union ? Damien Mazot, ça n'a pas fonctionné ? Non, ça n'a pas fonctionné. Donc on a essayé, mais ça n'a pas fonctionné. À cause de quoi ? Je pense qu'on a une responsabilité qui doit être sans doute commune. Après, on a une stratégie qui est différente. Bernard Drombenko ? Pour moi, vous connaissez Is No Good, la bande dessinée ? Oui. C'est ça, vous avez un chef qui veut être chef, qui veut rester chef, et puis vous avez des petits chefs sur un petit tas de fumier qui crient « c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Et bien voilà, à l'arrivée, il n'y a pas d'entente. Alors, il nous reste 4 minutes d'émission. J'aimerais vous entendre sur un projet phare que vous souhaiteriez porter si vous êtes réélu ou élu à la tête du département. Jean-Claude Leblois, en quelques secondes. Oui, mais moi je suis très content de piloter la liste Haute-Vienne Unie avec des partenaires que nous avions déjà dans la majorité sortante, avec des personnes qui nous ont rejoints très facilement sur des valeurs et qui ne sont non encartées aujourd'hui. Je tenais à le souligner. Le projet phare, c'est tous les projets qui vont permettre de développer notre territoire de façon partagée. Aujourd'hui, personne ne peut dire ce qu'il va faire s'il n'a pas l'assentiment, l'accord, avec une concertation avec l'ensemble des acteurs locaux, c'est-à-dire les élus et la population. J'accorde une grande importance à cette concertation sous la forme des assises que l'on a déjà conduites et aussi pour les citoyens qui doivent être associés à la réflexion d'un projet. Albin Fréchet, un projet phare de vos candidats ?
Alors, ça serait de créer une vice-présidence à la sécurité. C'est-à-dire que c'est un thème national, mais le département peut apporter en termes d'aménagement du territoire. Ce n'est pas des une compétence du réponses département, en concrètes. l'occurrence. Très concrète, c'est-à-dire vous pouvez financer des polices municipales avec un partenariat avec les municipalités, les communes. Vous pouvez mettre en place des portiques sécurité dans des collèges, dans des zones très sensibles. Vous pouvez mettre en place de la vidéoprotection. En tout cas, financer l'investissement qui permet de sécuriser bon nombre d'endroits en Haute-Vienne qui en ont besoin. Donc voilà, ce serait créer une vice-présidence à la sécurité avec un budget dédié du département. Sarah Gentil, un projet phare de vos candidats? Je n'ai pas pu répondre sur l'attractivité. Allez-y, c'est le moment, parce que c'est un axe fort de votre campagne. C'est un axe fort, tout à fait. Il faut vraiment faire une campagne de communication forte sur la mise en avant de nos atouts, parce qu'ils sont nombreux. Donc au niveau national, j'imagine, voire international. Au moins, voilà, pour attirer et redorer notre image, parce qu'on a un déficit d'image, c'est bien regrettable. Hein. On est un peu dans l'anonymat, la Haute-Vienne est un peu anonyme. Et puis, comme il a été dit tout à l'heure, mettre en avant la protection de l'environnement, de la biodiversité, parce qu'aujourd'hui, c'est notre carte de visite. Donc, notre tourisme vert, qui a été, notamment pendant le Covid, mis en avant, hein, ça a été une révélation, eh bien, c'est sur ces axes-là, et puis surtout, finir aussi avec les rivalités stériles entre collectivités et... Hélas, pour M. Leblois, qui ne veut pas l'entendre, profiter de la notoriété Il nous reste évidente très peu de temps. Limoges. Merci beaucoup. Damien Mazot, un projet phare que vous portez pour cette élection? Relève citoyenne est soutenue donc par Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, la gauche républicaine et socialiste, Génération Écologie et la gauche démocratique et sociale. L'un de nos projets phares, c'est une assemblée citoyenne afin que vive la démocratie également entre les élections. Avec des citoyens tirés au sort tirés au sort par canton, donc 2 citoyens binômes par canton, avec une association qui ne durerait que les mandats de 2 ans, afin que les élus se soumettent au peuple, tout simplement, et que le peuple aussi puisse apporter ses solutions. L'autre projet phare, c'est quand même le changement climatique. Il est important d'adapter notre territoire au changement climatique. On va le voir cet été. Les routes doivent être ombragées, ça ne sert à rien de faire des autoroutes, doivent être ombragées. Et derrière cela, il est indispensable d'accueillir au niveau social l'ensemble des citoyens et des citoyennes dans ce département. Merci. Bernard Drobenco, en 1 minute. L'alternative écologique et sociale propose d'abord la mise à plat de toute la politique sociale. Nous avons entendu les manquements qu'il y avait dans ce département. Il faut remettre en place cette politique sociale, redynamiser. Deuxième urgence, l'écologie sur les mobilités, celles qui sont de la compétence du département, les espaces naturels sensibles, les énergies, économie d'énergie, politique énergétique dans les collèges, politique énergétique, plus de sacrifice d'un seul mètre carré de terre agricole, comme à la Croisière ou à Roidure-sur-Ver par exemple, soutenu par le département. Plus de syndicats interdépartementaux des énergies qui sacrifient ces terres agricoles, une politique d'espace naturel sensible et une refonte de l'aménagement rural. On a bien compris que, M. Leblois, vous contestiez cette version des faits. Merci beaucoup à tous les 5 pour votre participation. Je conteste le fait qu'on ait donné notre accord à audience. Très bien, eh bien ça sera dit.